Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour une nouvelle série VCR Vidéo Créative 2, les bases du tracking dans Blender. Rassurez-vous, la série VCR 1 va continuer, les vidéos seront juste mises en ligne en alternance, une semaine l'une, une semaine l'autre. Donc, cette série-ci va parler du tracking, c'est-à-dire faire une reproduction d'un mouvement de caméra réel à l'aide d'un logiciel 3D pour intégrer des objets 3D dans le tournage réel. On va aussi voir la recette de chaudrée de palourde de Mamie VHS. Quoi? Non, c'est pas ça. OK, semblait aussi. Donc, plus sérieusement, petit avertissement avant de continuer. En plus de Blender, on va aussi faire un passage obligé avec After Effects. Je suis désolé, mais on va être un petit peu obligé de faire avec. Pourquoi? Parce que certaines opérations dans Blender sont soit très chiantes, soit plus ou moins fonctionnelles. Entre autres, la distorsion que je n'aime pas du tout dans Blender, mais rassurez-vous, ce sera excessivement facile. On va quand même aller assez loin dans la technique dans cette série-ci et garder en tête qu'il existe, oui, des méthodes plus faciles pour faire du tracking que celles que je vais vous présenter, mais celles que je vous présente sont fiables à 100%. Autrement dit, si vous faites exactement ce que je vous dis, vous êtes sûr de pouvoir faire fonctionner n'importe quel tracking que vous allez faire. Enfin, encore une fois, il faut suivre les règles que je vais vous donner. Cela dit, aujourd'hui, on va voir les étapes préliminaires pour le tournage et on va aussi voir une technique d'effacement de tracker sous After Effects. Donc, le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est une caméra, un damier ou un échiquier, ça revient au même, des feuilles autocollantes blanches sur lesquelles vous pouvez soit imprimer, soit dessiner au crayon feutre, des cartons blancs et ou des foam boards, un Sharpie ou un Sharpie noir ou une imprimante, pardon, et un ruban à mesurer. Vous allez voir, chacun de ces éléments-là va avoir une certaine utilité. Donc, pour un tournage destiné à être traqué, vous avez deux choix principaux que vous devez... en fait, vous avez deux situations entre lesquelles vous devez choisir. La première, soit que vous allez rajouter des points de repère, ce qu'on appelle des trackers, dans votre scène, et ces trackers-là devront être effacés par la suite au compositing. Ça, c'est une étape qu'on appelle le restore. On va en reparler un petit peu plus tard aujourd'hui. L'autre possibilité, c'est que vous vous assurez lors du tournage qu'il y a assez de petits détails bien contrastés pour que le logiciel puisse détecter lui-même ces détails-là et faire le tracking. Je vais être totalement franc avec vous, le risque est plus élevé avec cette méthode-là parce qu'il y a des chances que vous n'ayez pas assez de petits détails bien contrastés pour réussir à recréer votre mouvement de caméra. Donc, c'est deux situations où il y a des avantages et des inconvénients. La première a le désavantage de devoir être retravaillé au compositing avant d'être utilisé dans le comp final. La deuxième, si vous n'êtes pas habitué ou si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, il y a des chances que vous ne soyez pas capable de mener le projet à bien. Donc, pour l'instant, je vous recommanderais de commencer avec la première version et éventuellement, quand vous serez un peu plus à l'aise, vous pourrez essayer de cacher des faux trackers, des trackers qui se fondent dans le décor sans scraper votre scène. Donc, première étape, création des trackers. Pour être efficaces, des trackers doivent respecter certaines règles. Ils doivent être contrastés, d'où le noir et blanc. Ils doivent être facilement repérables. Ils doivent être également, comment je dirais, quand vous regardez les petits motifs que j'ai mis à l'écran, c'est facile de dire où je vais placer un tracker virtuel là-dessus. Par exemple, si je le place au centre, ce sera facile de retrouver le centre d'une image à l'autre. En gros, c'est ça. Je vous recommanderais aussi de faire des trackers de différentes tailles, dépendant de si votre caméra est proche ou loin. Ça peut toujours être utile. Ces trackers-là, vous pouvez soit les faire sur feuilles autocollantes, soit les faire sur carton, soit les faire sur foam board. Du foam board, c'est dans le fond un carton dans lequel il y a une espèce de styromousse à l'intérieur qui le rend un peu plus épais et un peu plus rigide. Ça peut être un peu plus durable. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Évidemment, plus les trackers sont gros et complexes, plus ils seront difficiles à effacer par la suite. Mais rassurez-vous, on peut s'en sortir relativement facilement. Donc, je vous résume en gros le processus. Voici une image issue du tournage. La première étape qu'on va faire, on va la dédistorsionner parce que si vous regardez, on voit qu'il y a une distorsion dans l'image. En gros, il n'y a pas une caméra au monde, en fait, une caméra avec une lentille dans le monde qui n'a pas un minimum de distorsion.
C'est pour ça qu'il faut d'abord redresser cette distorsion-là. On se retrouve donc avec quelque chose qui va ressembler à ceci. Vous remarquerez que j'ai fait en sorte que l'image inclut jusqu'au petit coin qu'on a ici dans chacune des images et je n'ai pas croppé l'image. Ça va avoir une importance. On va en reparler dans le prochain épisode de cette série-ci. L'étape suivante, ce sera de refaire le mouvement de caméra. Ça, on va voir ça un peu plus tard. Ensuite de ça, on fait les passes de rendu qu'on va ensuite redistorsionner. On va leur donner la même distorsion qu'on avait dans la séquence originale et on va les intégrer dans la séquence originale qui aura été préalablement nettoyée des trackers. Et ça nous donne le résultat final. Quelques erreurs communes à éviter. Il faut distorsionner les passes de rendu et les intégrer à l'image originale. Quand je parle de l'image originale, je parle de l'image sur laquelle vous avez intégré, sur laquelle vous avez préalablement effacé des trackers si vous avez utilisé des trackers. Si vous intégrez votre passe aux images qui ont été dédistorsionnées préalablement, votre image finale sera de moins bonne qualité. Vous aurez des artefacts désagréables, ce ne sera pas joli. Donc, on veut travailler autant que possible sur l'image originale qui n'a pas été dédistorsionnée. Étape importante au tournage, placez vos trackers. C'est évident un petit peu. Si vous utilisez des trackers, évidemment. À ce niveau-là, gardez en tête que vous devez en placer sur l'axe des X en largeur, sur l'axe des Y en profondeur et sur l'axe des Z en hauteur. La raison, c'est que ça va vous faciliter la vie au moment de recréer votre mouvement de caméra. C'est pas, en fait, c'est plein de petits détails qui permettent d'avoir un tracking de bonne qualité. Celui-ci en fait partie. Vous devez aussi avoir un minimum de 12 trackers visibles en tout temps dans votre scène. Cependant, je vous recommande d'au moins doubler ce chiffre pour le tournage. C'est pas rare que certains trackers ne seront pas fonctionnels au moment de faire le tracking dans Blender. Donc, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Pour vos premières expériences, je vous recommanderais aussi de faire en sorte que chacun de vos trackers soit visible en tout temps dans votre scène. Ça va être beaucoup plus facile pour faire vos premiers tests à ce niveau-là. Et croyez-moi, aussi pour votre mouvement de caméra, il doit avoir un minimum de parallaxe et une orbite que je vous recommanderais de faire. J'en parle dans une seconde. Vous pouvez aussi couper certaines parties du mouvement de caméra une fois que votre tracking a été fait. L'idée ici, c'est que plus vous allez avoir de mouvements dans votre image, plus ce sera facile pour l'ordinateur de décoder le mouvement et l'espace dans votre scène. Donc, en gros, ce que je vous recommanderais d'avoir comme mouvement, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Donc, au début, on a un mouvement de caméra qu'on va utiliser pour notre scène, mais ensuite, vous allez voir, je vais faire un orbite dont on n'aura pas besoin dans un montage, par exemple. Voilà qui est fait, mais qui va donner des informations supplémentaires à l'ordinateur pour reconstruire la profondeur de la scène. Donc, en gros, on voit à quoi ressemblait le mouvement. Donc, ici, c'est la partie qui est utilisée pour le montage. Et éventuellement, vous allez voir que, ici, ce ne sera pas dans le montage, mais ça aide l'ordinateur à avoir plus d'informations pour faire la reconstruction du mouvement de caméra. Donc, on commence par dédistorsionner l'image. C'est là-dessus qu'on fait le tracking par la suite. Bon, là, les passes de rendu sont sorties. Je les ai toutes mises ensemble sur fond gris ici. Et à ce moment-là, on va les redistorsionner. Ça va être la prochaine étape qui va être affichée. Comme je l'ai dit, la redistorsion permet de rendre la séquence compatible avec la séquence originale. Et on pourra ensuite passer au compositing. Ça va s'en venir. Bon, ça, c'est les artefacts de caméra. On en avait déjà parlé. J'ai juste sauté la prochaine étape. Donc, ici, c'est la partie du restore où est-ce qu'on efface les trackers. Dans ce cas-ci, je vais être totalement franc avec vous. C'était relativement facile à faire parce que c'était une scène 3D. Mais dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir ça tout à l'heure.
Et une fois qu'on a fait le restore, on peut intégrer les passes de rendu dans notre séquence finale. Donc, c'est un peu le processus. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi ressemble le mouvement de caméra vu de dessus, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez le mouvement dont on a besoin et on rajoute tout ce qu'on a besoin comme outil pour refaire le mouvement de caméra par la suite. Donc, tâche supplémentaire. Prenez aussi une mesure étalon entre deux trackers pour avoir la bonne échelle dans votre scène. Par exemple, vous mettez deux trackers à exactement 1 mètre l'un de l'autre, vous les mettez d'une autre couleur et vous prenez en note que ces deux-là sont à 1 mètre l'un de l'autre. Ça va vous permettre de recréer votre scène à la bonne échelle au moment de faire votre tracking. Prenez aussi le temps de filmer un damier avec votre caméra en utilisant la même lentille et la même longueur focale, autrement dit le même zoom si vous préférez, que celle que vous avez utilisée pour votre plan. Il s'agit de ce qu'on appelle une grille de distorsion. Et j'insiste, il faut filmer un damier, pas le photographier, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, pourquoi on filme un damier? Eh bien, ça permet de détecter si notre lentille ou notre caméra a une distorsion. Généralement, une caméra de téléphone cellulaire n'aura que peu ou pas de distorsion. Donc, si vous faites vos tests avec votre cellulaire, ça devrait le faire sans. Juste au cas où, je vous recommanderais quand même de filmer un damier, juste pour être sûr, comme ça vous allez voir si votre image a besoin d'être dédistorsionnée. Et à ce moment-là, on peut, à partir du damier, retrouver la valeur de distorsion qui va nous permettre de dédistorsionner notre image, ensuite de faire notre tracking et ensuite de redistorsionner nos passes de rendu. Donc, ça va être important d'avoir ça aussi sous la main au moment de faire notre tracking. Donc, on va passer à une petite démonstration très rapide dans After Effects. On va voir deux techniques qui permettent d'effacer les trackers. Donc, on va avoir une technique automatique qui est plus facile mais moins performante et une technique manuelle qui est plus difficile mais plus performante. Quand je dis technique manuelle, je ne parle pas de manuel Tadros, évidemment. Je vous retrouve dans After Effects dans un instant. Donc, nous voici dans After Effects. Je ne vais pas vous faire un cours approfondi dans After Effects. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais d'étape en étape, mais je prends pour acquis que soit vous connaissez déjà After Effects, soit que vous allez écouter exactement ce que je dis et reproduire exactement ce que je fais. Donc, ça devrait quand même être relativement facile. Les étapes ne sont pas super compliquées. Je vais commencer par inclure dans mon interface le fichier que vous pouvez trouver en description si vous n'avez pas de séquence avec des trackers à effacer. Donc, pour le mettre dans mon fichier After Effects, vous avez juste à le glisser sur le côté ici dans votre projet et il sera inclus à l'intérieur de votre projet. Cependant, pour pouvoir travailler, il faut créer ce qu'on appelle une composition dans After Effects. Pour ça, c'est super simple. Je vais prendre mon fichier que j'ai importé et je vais le glisser sur ma timeline juste ici dans les layers. Et voilà, c'est fait. Donc, oui, je le sais, merci. Rendu là, c'est quand même assez simple. Vous voyez, vous avez deux trackers. On a deux techniques à voir. Ça nous permettra de tester les deux techniques. On a un ici et un ici. On va les effacer tous les deux. Cependant, j'avais dit dans la partie théorique, qu'il y a une méthode automatique qui est moins performante et une méthode manuelle qui est plus performante. Je voulais quand même prendre le temps de vous expliquer pourquoi elle était moins performante. Eh bien, si vous regardez, il y avait deux affiches, une ici puis une ici, dans la séquence originale et j'ai pris la peine de les effacer avec la méthode automatique. Et vous allez voir qu'il y a des espèces d'artefacts qui apparaissent sur les murs. Regardez bien. Donc, comme vous avez vu, il y a des artefacts. C'était volontaire si je les ai laissés là. C'était pour vous montrer justement le genre d'erreur que ça peut causer d'utiliser la méthode automatique. Cependant, ça peut quand même résoudre 80% des problèmes facilement. Et après ça, on a juste à corriger les petits artefacts qui apparaissent. Ça peut quand même sauver du temps. Donc, dans tous les cas, on va commencer par la méthode manuelle. Donc, ici, c'est pas super compliqué. On va prendre celui-ci parce qu'il devrait être relativement facile. Et je vais me mettre environ au centre de ma séquence. Donc, je vais me mettre à 4 secondes pile. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir retrouver ce frame-là, donc 4 secondes, assez facilement. Une fois que c'est fait, je vais choisir le tracker que j'ai effacé, dans ce cas-ci, celui-ci, et je vais aller me prendre
OK, ici, dépendant de ce que vous voulez faire, vous pouvez soit utiliser une forme, soit utiliser une courbe de Bézier. Dans ce cas-ci, je vais utiliser une courbe de Bézier. Ça va me permettre de vous le montrer. Pour le prochain, on va utiliser une forme tout simplement. Donc, la courbe de Bézier, c'est simplement, on glisse pour faire un point avec des poignées. Vous pouvez appuyer sur espace pour le replacer. Tant que vous ne lâchez pas espace et en fait, tant que vous ne lâchez pas le clic gauche, vous pouvez le déplacer. Une fois que vous lâchez le clic gauche, votre point est fait. En fait, j'ai juste... Donnez-moi juste une petite seconde parce que en ce moment, il m'a mis une couleur jaune et... Ah, voilà. Là, c'est un petit peu plus visible. Donc, voilà. Donc, je fais ma forme autour de mon tracker. Et pour la compléter, j'ai juste à cliquer sur le premier point. Et voilà. J'ai fait ce qu'on appelle un masque. Cependant, ça a effacé l'ensemble de ma scène, mais pas mon tracker. On va corriger ça tout de suite. Si je vais en dessous ici, j'ai l'onglet masque qui apparaît. Donc, vous avez la petite flèche, vous l'ouvrez. Ça, c'est ce que contient votre layer. Dans masque, vous pouvez sélectionner votre masque. On va l'ouvrir parce qu'on va en avoir besoin dans une seconde. Et on va en profiter aussi pour dire qu'il n'est pas en addition pour l'instant. On va juste le mettre à aucun, ce qui va me permettre de travailler, en fait. Donc, une fois que j'ai ça, ce que je peux faire, soit que je fais une animation manuelle, ce qui peut être relativement long, je vais quand même vous montrer comment faire, soit que je fais un tracking, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour l'animation manuelle, il faut commencer par activer les clés d'animation sur notre tracé de masque. Et la partie agréable commence. Il faut animer la position de nos points qu'on a fait pour notre tracé du début à la fin de notre séquence. C'est pour ça que je me suis mis au milieu. Comme ça, j'ai non pas une longue séquence à animer, j'ai 2 demi-séquences animées. Ça a l'air con comme ça, mais ça rend le travail beaucoup plus facile. Donc, première chose que j'aime faire, c'est déjà me mettre à la fin. Aller ensuite replacer mon masque. Aller modifier rapidement ce que j'ai à modifier à l'intérieur. Donc, dans ce cas-ci, je peux, par exemple, juste agrandir un petit peu parce que j'ai peur qu'on ait bougé un petit peu plus près de notre tracker ici. Donc, maintenant que c'est fait, vous voyez que j'ai une clé d'animation ici, une clé d'animation ici. Et si je regarde, mon masque se déplace. Il ne se déplace juste pas exactement de la même façon que mon tracker. Cependant, comme j'ai mis une clé au début et à la fin de son mouvement, il va quand même rester à peu près dans la même zone, ce qui va me faciliter la vie par la suite. Je vais faire la même chose avec le début de ma séquence. Juste tout sélectionner et le replacer. Donc, je précise aussi que oui, il y a le suivi de mouvement automatique qu'on va voir dans quelques instants, mais le fait d'utiliser cette technique-là, je peux vous garantir que ça marche. Elle est longue, elle est chiante, mais il n'y aura jamais d'erreur dedans. En fait, jamais d'erreur. Il y aura juste les erreurs que vous aurez faites, mais éventuellement, avec l'habitude, vous allez voir que ça va quand même relativement bien. Donc là, l'idée, c'est de trouver les endroits où est-ce que mon tracker va le plus loin de mon masque. Donc, par exemple, ici. Et on va ensuite aller replacer le tracker directement. Voilà. Donc, même chose avec la deuxième section ici. Donc, en ce moment, on n'est pas encore vraiment dans l'animation de mon masque elle-même. On est plus dans je me facilite la vie pour éviter d'avoir à aller chercher mon tracker, mon masque de tracker à l'autre bout de ma scène à chaque fois. Mais une fois qu'on en a fait peut-être une dizaine comme ça, généralement, on est relativement bon pour commencer le peaufinage. Donc déjà, vous voyez qu'on reste généralement beaucoup plus près du tracker, comme vous pouvez le voir. Voilà. Même chose ici, on va aller voir jusqu'où qui s'éloigne. Je pense que le plus loin, c'est ici. Là. Et à la fin, le plus loin, c'est à peu près ici.
Et voilà. Donc, à partir d'ici, ce sera vraiment de juste peaufiner le mouvement pour s'assurer qu'il reste tout le temps au même endroit. Et à peu près au centre. Donc, c'est un petit peu chiant, je ne vous le cacherai pas. Mais en studio, quand on fait ce genre de choses-là, c'est le genre de truc qu'on va faire en écoutant une vidéo YouTube ou en écoutant de la musique. On met notre cerveau à off et on se détend en faisant de la rotoscopie. J'avais un superviseur à l'époque qui parlait de roto-détente. Je crois que ça représente assez bien cette étape-là. Cela dit, je ne vais pas vous laisser endurer ça tout le long. Je vais le mettre en accéléré et je vous retrouve après. Donc, on a terminé notre rotoscopie. Donc, vous voyez que ça bouge encore un petit peu. Normalement, si j'avais été en industrie, j'aurais donné probablement un coup ou deux de plus pour peaufiner ma rotoscopie. Mais globalement, ça le fait quand même assez bien. Peut-être juste ici où est-ce qu'il s'éloigne un petit peu trop. Mais globalement, ça devrait suffire. Donc, évidemment, encore une fois, je pourrais retravailler ça beaucoup plus longtemps, mais pour la démonstration, ce sera en masse. On va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, si vous vous rappelez, dans masque, si on avait choisi aucun pour pouvoir voir ce qu'on faisait, eh bien maintenant, on va passer de aucun et on va choisir soustraction, ce qui va permettre d'enlever notre tracker ici. Et juste pour voir un petit peu mieux, on va se faire un solide en arrière-plan. Un solide, c'est un calque avec une couleur simple. Donc, dans ce cas-ci, si je fais CTRL-Y, ça va m'amener cette interface-là. Et ce que je vais faire, je vais juste aller me choisir une couleur qui est proche de mon arrière-plan. Ça n'a pas besoin d'être exactement la même. Même juste pour être sûr qu'on le voit bien qu'il y a un trou, on va choisir une petite couleur verte qui est différente de l'arrière-plan, comme ceci. On fait OK et on va le mettre en dessous de mon arrière-plan. L'idée, c'est simplement qu'en faisant ça, je vais pouvoir voir si mon tracker il réapparaît éventuellement. Donc, si je passe dans ma séquence, déjà, je vois que mon tracker ne réapparaît pas. Donc, ça, c'est bien, mais on va aller peaufiner un petit peu notre rotoscopie. Pour ça, on va juste aller dans les options qu'on a en bas ici. Et on a dans contour, 3 petits points du masque, c'est contour progressif du masque. Si vous augmentez ça un petit peu, vous allez voir que votre contour devient de plus en plus flou et éventuellement, votre tracker réapparaît si je le mets trop haut parce que mon contour est trop flou. Donc là, je vais le mettre à 4. Je pense que ça devrait être en masse. Et là, ce que je vais faire, je vais juste m'assurer rapidement que mon tracker ne réapparaît pas. C'est pour ça que j'ai mis un solide avec une couleur pâle parce que ça me permet de mieux voir si mon tracker réapparaît éventuellement. Je crois qu'on est bon. Oui, on est bon. Voilà qui est fait. Je peux supprimer mon solide vert, j'en aurai plus de besoin. Et je vais aussi, tant qu'à ça, aller supprimer le dossier solide, j'en aurai plus de besoin pour la démonstration. Je le sais, merci. Et ce que je vais faire, je vais rajouter, je vais juste fermer mon calque ici et je vais le verrouiller. Et je vais prendre mon vidéo original et je vais le mettre en dessous de mon calque que j'avais. Donc, si vous voyez, j'ai maintenant 2 calques identiques, ce qui fait en sorte que mon tracker réapparaît. Rassurez-vous, c'est normal. Donc, je vous rappelle que mon calque sur lequel j'ai fait ma rotoscopie est verrouillé, donc je ne peux pas le bouger. Et que le seul que je peux bouger, c'est celui qui est en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon calque qui est en dessous et je vais le bouger juste un petit peu pour aller chercher une zone différente. Attention cependant parce qu'il faut s'assurer que la zone qu'on va prendre a globalement la même luminosité que la zone qu'on essaye de reproduire. Donc dans ce cas-ci, elle descend un petit peu, puis le bouger un petit peu vers la gauche pour essayer de garder, en fait, récupérer une zone qui est un petit peu plus vers la gauche pour essayer de garder à peu près la même luminosité. Et petit truc dans After Effects, si vous regardez juste en bas ici, vous avez un slider qui vous permet de rééclairer ou de rabaisser comme ça. Et ça peut vous aider à voir si jamais vous créez des artefacts ou pas. Et si jamais vous voulez revenir à l'exposition normale, vous pouvez simplement cliquer sur la petite série ici, ce qui vous remet à niveau, entre guillemets. Et normalement, ça devrait suffire à corriger ce tracker-là.
On va voir la durée complète. Si je ne vois pas de problème, on devrait être bon. Ça me semble bien. Cependant, juste pour vous montrer une technique supplémentaire, si jamais vous avez un problème de luminosité et que vous n'arrivez pas à avoir exactement la même couleur, là, on va le mettre juste comme ça ici pour bien voir qu'il y a une différence de couleur. Bien, vous pouvez aussi utiliser les effets et paramètres prédéfinis, juste ici, pour corriger cette différence de couleur-là. Par exemple, on peut utiliser une courbe. Donc, prenez la courbe 32, pas la 8, évidemment, et vous la glissez sur votre calque, juste comme ceci. Et sur le côté, dans Effet, vous allez avoir votre courbe que vous pouvez utiliser pour rééclairer ou rassombrir votre section aussi, qui est votre patch de correction. C'est sûr que ça va demander beaucoup de travail à ce moment-là, mais au final, on peut assez facilement y arriver. Dans ce cas-ci, on n'en a pas de besoin. Un autre qui peut être utile, cependant, je vais quand même vous le donner, c'est le teinte saturation 32. On va le mettre ici tout de suite et je vais juste le déplacer. Je le sais, merci. Donc, juste ici, juste pour dire qu'il est différent. Donc, on peut utiliser donc la luminosité globale pour essayer de le matcher autant que possible. Encore une fois, on peut utiliser le petit slider pour voir si on crée des artefacts. N'hésitez pas à le faire. On voit qu'il y a une zone qui est plus foncée, plus pâle. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui est un peu plus uniforme. Je pense que ça devrait être bon. On peut utiliser ça pour essayer de matcher autant que possible. Là, on voit qu'il est un petit peu trop dans les bleus. On peut utiliser la teinte ici pour essayer de trouver la bonne valeur. Je pense qu'on est quand même pas trop mal ici. Encore une petite affaire dans les bleus, je pense. Là, on n'est quand même pas très loin. Petite affaire trop sombre. Parce que ça, c'est quand même bon. Attends une petite seconde, j'essaie juste de voir. Encore trop dans les bleus. Vous pouvez aussi augmenter la saturation juste pour voir un peu plus ce que vous faites. Quelque chose comme ça. Là, une fois qu'on a quelque chose qui semble être à peu près cohérent, on peut rebaisser la saturation jusqu'à ce qu'on ne voit plus le problème. Et à ce moment-là, on remet la luminosité normale et on devrait être pas trop mal. On voit encore un petit artefact ici. Donc, encore une fois, ne pas hésiter à changer un petit peu les valeurs ici pour bien voir. Zoomer in, zoomer out, ça peut vous permettre de voir aussi les défauts. Encore une fois, dans ce cas-ci, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de besoin de ça parce que juste à le bouger latéralement comme ça, on est quand même pas trop mal et on ne voit pas d'artefact. Donc, pour celui-là, ça va fonctionner. Mais je voulais quand même vous donner le petit truc pour les color correct qu'on peut utiliser. Donc, une fois qu'on a ça, on voit que celui-là est correct. On peut donc dire qu'on a fait le restore d'un demi-tracker. Excusez-moi. Donc, avant toute chose, avant de passer à celui-ci, on va sélectionner nos deux layers ici. On va faire un clic droit dessus et on va faire une précomposition. Une précomposition, ça va aplatir, entre guillemets, les calques et ça va les considérer comme une composition séparée. Donc, celui-là, on va l'appeler Restore Tracker gauche. Gardez en tête qu'il faut toujours rester organisé, c'est très important. On fait OK. Je reviens ici et on va faire un petit peu de ménage là-dedans tout de suite. Donc, on se crée un dossier qu'on va appeler source. Voilà. On va mettre mon fichier original à l'intérieur. On va en créer un autre qu'on va appeler précomposition. Voilà. On va mettre mon restore, juste agrandir un petit peu ici. Restore tracker gauche à l'intérieur. Et celle-ci, on va juste la renommer, l'appeler. On va l'appeler output underscore restore. Parce que
ce sera dans ce fichier-là, si jamais on faisait justement une scène complète, qu'on ferait le traitement de l'ensemble de notre travail. Par exemple, ce serait dans le même fichier After Effects qu'on ferait la dédistorsion, le restore, la redistorsion des passes de rendu, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et tout ça, on va mettre ça dans un nouveau dossier qu'on va appeler Restore. Et voilà. Comme ça, on reste organisé. Voilà qui est fait. Donc, petit point important. Donc, je le sais que la technique que je vous ai montrée est peut-être un petit peu complexe, mais elle fonctionne excessivement bien. Par exemple, cette séquence-là, c'est avec cette technique-là que j'ai fait le restore. Là, il y en a qui vont me demander, c'est quoi que j'ai enlevé? Eh bien, j'ai enlevé énormément de trucs. D'abord, il y avait le type avec la perche qui avait une ampoule au bout que j'ai effacé, mais aussi, il y avait les joints sur le plafond que j'avais effacés parce qu'il y avait des fentes tout le long du plafond, comme ça dans cette direction-ci, ici. Et aussi, j'ai dû effacer le type qui rentrait dans le placard avec la lumière orangée ici, parce que oui, il y avait un autre type avec une autre ampoule ici, et il a fallu aussi que j'efface ce gars-là qu'on voyait dans les petites fentes ici. Donc, croyez-moi, cette technique-là fonctionne excessivement bien. Donc, on en arrive à la deuxième étape, c'est-à-dire la méthode automatique. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus rapide, mais comme je vous le disais, elle va créer des petits artefacts, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc, encore une fois, on va se placer toujours à la même frame parce que c'est bon de toujours commencer de la même frame. C'est un peu plus facile éventuellement à retrouver. Donc, à partir d'ici, donc on voit qu'effectivement, mon autre tracker il est vraiment plus visible. Et ce que je vais faire, cette fois-ci, je vous ai montré la plume. Cette fois-ci, on va utiliser une forme. On va prendre un cercle, donc outil ellipse, et je viens juste encadrer, entre guillemets, mon tracker ici. Maintenant que c'est fait, on va encore une fois aller dans les masques ici. On va le mettre en aucun parce qu'on veut pouvoir voir ce qu'on fait. Et ce que je vais utiliser cette fois-ci, on va utiliser dans Fenêtre, on va aller chercher Suivi. Une fois qu'on a le panneau de suivi qui est apparu, on va juste aller ouvrir Masque. On va mettre une clé d'animation sur Tracé du masque comme on a fait précédemment. Et ensuite, on va faire un suivi vers l'avant. Alors, je le sais qu'il y en a qui vont se demander pourquoi on n'a pas utilisé ça pour le premier. Eh bien, la réponse est très simple, c'est que ça ne va pas marcher à tous les coups. Dans certains cas, il va falloir le faire manuellement et malheureusement, si je ne vous avais pas montré la méthode 1, ben, dans ces cas-là, vous auriez été un petit peu coincé. Donc, on s'assure de retourner au frame 4 secondes 00 et on va faire la même chose à l'envers. Donc, on va cliquer sur le petit point ici. Ou plutôt la petite flèche, je devrais dire. Et maintenant, on a un masque qui va suivre notre tracker tout le long. Et le résultat est généralement meilleur que si on le fait à la main. Encore une fois, l'avantage de le faire avec l'autre technique, c'est que ça va marcher qu'importe ce qui se passe. Celui-ci peut, dans certains cas, partir aux fraises. Donc, cette fois-ci, ces trackers-là sont très faciles à suivre, donc ça va fonctionner. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va juste aller ouvrir aucun, on va le mettre en soustraction. Toujours la même étape, CTRL Y, on va se créer un petit solide verdâtre juste pour voir ce qu'on fait. Voilà qui est fait. On va augmenter un petit peu le flou de notre masque, donc contour progressif, on va le mettre à 5 par exemple. Et on va juste s'assurer qu'on ne voit pas réapparaître par pur hasard notre tracker. Donc, ça m'a l'air très bien. Voilà. Si jamais il serait réapparu, on n'aurait pas été obligé de refaire l'entièreté du masque. On aurait simplement pu utiliser Expand Mask ici pour agrandir la taille du masque. Ça aurait fait l'affaire. Donc, maintenant qu'on est satisfait, on va juste supprimer notre solide vert. On va effacer le dossier solide. On n'en aura plus jamais de besoin dans ce projet-ci parce que c'est le dernier tracker. Et on va se créer dans Fenêtre. Ah non, c'est vrai, c'était dans Calque. On va se créer un nouveau. Vous allez voir.
nouveau, calque de remplissage d'après le contenu, et ça m'ouvre le petit panneau qu'il y a ici. Donc, ici, dépendant de votre situation, vous allez devoir changer objet pour surface. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est une surface lisse, eh bien, on veut choisir surface. On peut faire une correction de la lumière. Ça peut aider. Et une fois qu'on a fait ça, on peut générer le calque de remplissage. Et là, ça peut être un petit peu long. Cependant, il va vous demander aussi de sauvegarder votre projet parce qu'il y a besoin de générer des fichiers. Donc, dans ce cas-ci, on va l'appeler démo restore. Voilà. Et on va aller l'enregistrer directement ici. Et voilà. Et on génère le masque de remplissage. Vous voyez que ça prend un certain temps. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on a effacé notre deuxième tracker. Encore une fois, il peut arriver dans certains cas que ça crée certains artefacts. Et rassurez-vous, jamais vous revoyez le cercle noir apparaître, c'est normal, ça prend tout le temps un petit instant de calcul, mais globalement, ça fait le taf. Et comme les trackers sont relativement petits, cette méthode-là, généralement, devrait marcher assez bien. Gardez toujours en tête cependant que l'autre méthode, bien qu'elle soit plus longue, permet de faire généralement des restores beaucoup plus complexes. Donc, maintenant qu'on a fait notre deuxième tracker, comme tout à l'heure, on va juste sélectionner nos deux layers, faire un clic droit, se créer une précomposition. Assurez-vous, quand vous faites une précomposition d'ailleurs, de transférer tous les attributs dans la nouvelle composition. Donc, celui-ci, on va l'appeler restore underscore tracker droite. Et voilà. Et on va mettre ça, évidemment, dans précomposition avec son petit frère, avec son grand frère, en fait. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir exporter notre travail. After Effects fonctionne d'une drôle de façon, soit que vous passez par Media Encoder, mais moi, je vais vous montrer la façon chiante parce que ça se peut que vous n'ayez même pas Media Encoder. Donc, on va passer par... Première chose, ça va avoir l'air bizarre, mais assurez-vous que cette zone-ci soit en surbrillance. Donc, vous voyez l'espèce de petit rectangle bleu autour, assurez-vous que ce soit bien là. Si jamais ce n'est pas à cet endroit-là, c'est juste que vous avez une autre zone de l'interface qui est sectionnée. Donc, vous cliquez dessus et ça devrait le mettre en surbrillance. Une fois que c'est fait, vous allez dans Composition et vous choisissez et tu ajouter à la file d'attente de rendu. Donc, encore une fois, vous pouvez passer par Media Encoder. Généralement, c'est ce que je fais, mais juste au cas où vous ne l'ayez pas, je vais vous montrer l'autre façon. Donc, vous ajoutez à la file d'attente de rendu, vous faites CTRL-M. Rendu ici, c'est excessivement bizarre, mais première chose, vous allez cliquer sur ici le format de fichier. Voilà qui est fait. Pour la démonstration, je vais le laisser en H264, mais si jamais vous faites votre compositing dans Blender, chose que je vous recommanderais d'ailleurs, je vous dirais de choisir une séquence PNG. Ça va généralement beaucoup mieux. Et en plus, c'est pas lié à un framerate, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais dans ce cas-ci, comme je ne veux pas me retrouver avec énormément de fichiers, je vais juste choisir un H264. Et si jamais vous choisissez aussi H264, petit truc, si vous allez dans Options de format, juste ici, vous pouvez choisir codage logiciel. Vous gardez 15 mégabits seconde en haut et vous le mettez à 25 en bas. En gros, c'est juste les deux passes de sortie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous utilisez ces chiffres-là pour du HD, vous allez avoir un fichier vidéo de très bonne qualité, je vous le garantis. Donc, un petit peu lourd, mais il va être de très bonne qualité. Donc, si jamais vous voulez faire du compositing à partir de votre fichier H264, gardez ça quand même assez élevé, sinon vous allez avoir un petit peu de difficulté en termes de qualité. Mais sinon, encore une fois, des fichiers PNG, ça devrait le faire. Ou si jamais vous êtes excessivement fancy et que vous avez un très bon ordinateur, des fichiers EXR, c'est encore mieux. Donc, cela étant dit, une fois que c'est fait, on fait OK.
Maintenant, on a la destination, juste ici, qui est à définir. On clique sur le « À définir ». Et là, on peut le mettre, par exemple, sur le bureau, dans des mots restart, encore une fois. Et on va faire « Rendu » juste ici, maintenant qu'il est disponible. Et la petite cloche nous dit que notre travail est terminé, qu'on a réussi à restaurer notre plan et qu'on va pouvoir l'utiliser au compositing. Prochaine étape, on dédistorsionne une séquence et ça, on fait ça dans le prochain épisode de VCR 2. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.